Inutile, c'est planter des arbres, mesdames et messieurs, dépouillés de tout intérêt personnel et qui porteront des fruits utiles pour les générations futures lorsque nous tirerons notre révérence. C'est sur ces propos que nous allons vous souhaiter à toutes et à tous une très belle journée de mardi en direct sur les antennes de la télévision de Burkina Faso pour l'aventure de l'apéro de Genève, le carrefour par excellence des hommes et femmes qui ont une histoire et un parcours à compter. Et pour ce deuxième numéro de la semaine, nous irons à la rencontre d'un colibri, d'un monsieur qui a compris qu'il était temps pour lui de jouer sa partition, de faire sa part et de laisser les autres également emboîter le même pas. Docteur Abdallah sera avec nous dans Tranche de vie lorsque le moment sera indiqué. Et pour la team, c'est toujours avec le même bonheur et surtout le même engagement et ma même envie de pouvoir vous apporter la bonne humeur. Nous essayons au quotidien, du lundi au vendredi, pour donner justement du relief à votre mi-journée. Eh bien, restez des nôtres. Sandrine Konaté a souvent l'habitude de le dire. Pour le reste, nous allons nous en charger avant qu'elle ne le dise de vive voix. Voici pour vous le clip d'entrée de cette matinée. C'est une collaboration. Deux belles voix de notre musique. Yanori, Sofiano, ils chantent l'amour. Nonga, c'est pour vous dire encore une fois de plus, combien grand vous comptez pour nous. On vous adore. Bienvenue à toutes et à tous. Je vous souhaite le meilleur pour cette journée. Eh bien, quand l'amour nous prend, on ne peut que rester comme ça. Pris. Sofiano,
C'est une très belle réalisation. Et puis, particulièrement, on a vu les danseuses professionnelles également exécuter des pas de danse très artistiques. Nous, on adore ça. Ici, à l'apéro déjeuner, on essaie de vous faire plaisir aussi au quotidien, du lundi au vendredi, quand il est 11h, temps universel. Et pour nos amis également qui prennent toujours du plaisir à nous suivre et qui nous envoient toujours des messages d'encouragement, de soutien. Non, pas de soutien puisque nous ne sommes pas des poitrines. Eh bien, il faut nous suivre tout simplement à plaisir. Mika est avec nous pour cette matinée de mardi en direct sur la télévision de Burkina Faso. L'apéro déjeuner, c'est aussi ça. C'est la mosaïque de couleurs, c'est l'arc-en-ciel. Et surtout, c'est cette envie justement de pouvoir vous offrir tout le cocktail de bonheur. Alors, Mika, bonjour et bienvenue. Et merci pour la couleur jaune choisie qui va, bien sûr, avec le thème que nous avons abordé en début d'émission. On parle de l'amour. Et qui parle de l'amour parle de jaune également, pour faire allusion à la jalousie. Alors, c'est une femme jalouse qui prend la parole ce matin pour nous souhaiter la bienvenue. Mika, bien entendu le bonjour. Je ne suis pas jalouse. Pardon, ici, tu dis ça. On se connaît ici en détail. Non, même pas. Allez. Alors, bonjour la team téléspectateurs amoureux de l'apéro. Bonjour. C'est un bonjour vitaminé, coloré, plein de bonnes vibes que je vous envoie. Voilà. Donc, une excellente journée parfumée d'amour. C'est ce que je vous souhaite. Alors, nous, on est là pour faire notre part. Merci Mika de rassurer les téléspectateurs que vous êtes là également pour jouer votre partition parce que nous sommes des colibris et nous recevrons pour vous dans un court instant dans la rubrique Tranche de vie un colibri également. Il s'agit de Dr Abdallah que nous allons installer dans un court instant. Mais avant, Sandrine Konaté va justement nous dire de vive voix ce que nous avons à faire ici sur ce plateau. Sandrine, bonjour. Bonjour Jackie, bonjour la team. Je t'ai dit que ce que tu as mis dans ta poche là, ça me fatigue. Ben, écoute, elle parle de ça tout le temps. Je vais vous présenter ça aujourd'hui. Ah, c'est un porte-clés. C'est un porte-clés, Sandrine. Alors, okay. est-ce que notre cher ami peut voir ça? Je sais pas, mais je trouvais que ça apportait quelque chose de spécial, quelque chose de... Non, pas c'est le chapeau de Saponné. Je trouvais ça vraiment top. Ah, oui. Quand tu portes ça, ça te donne quelque chose de plus. D'accord, c'est le chapeau de Saponné labellisé et puis une fierté de pouvoir donc appartenir à ce pays et de valoriser ces richesses-là que nous avons ici au Burkina. Merci beaucoup, Sandrine. Tu es labellisé, tu appartiens à moi, je suis labellisé burkinabé. Pour moi, mon premier parti politique, c'est le Burkina Faso. Voilà, c'est ça qui est important, Sandrine Konaté. Tout à fait. Donc, bonjour téléspectateurs, je vous souhaite une santé physique de fer, une santé mentale d'acier. N'oubliez surtout pas que le problème, c'est pas le problème. Le problème, c'est surtout votre attitude face au problème. Donc, adoptez la positive attitude et puis vous allez voir que tout va bien se passer. Et pour que ça se passe bien, la positive attitude et puis voilà, le travail et tout ce qu'il faut. Ça va pétiller de bulles et pour en profiter, c'est simple, restez connectés parce que le reste, c'est comme d'habitude. Merci beaucoup, Sandrine Konaté. Je vous invite justement à aller visiter les pages de ces artistes-là. Yanouri et Sofiano qui font la fierté de Burkina Faso. Magnifique clip pour ouvrir les portes de cette belle aventure. Et nous allons profiter et saisir cette occasion pour faire un coucou à toute la grande famille artistique et surtout pour la qualité de vos œuvres, surtout pour avoir compris qu'il était temps donc de travailler et de pouvoir donc proposer au mêlement des œuvres bien revisitées, des œuvres inédites pour notre bonheur. Mesdames et messieurs, regardons toujours vers l'horizon et c'est ce qui va redonner espoir à l'avenir. C'est une première action que nous devons tous mener et c'est ce qu'il faut faire au quotidien. Et pour notre part, nous sommes toujours déterminés à vous servir. Et voici donc à présent Mika qui se fait le plaisir de nous proposer le thème de cette journée, thème qui va vous permettre de réagir en direct sur la télévision du Burkina Faso, sur les 25 31 423 53 pour nous donner votre avis. Mika, nous découvrons à présent le thème de cette journée. Ça marche, Jackie. Alors, on a l'habitude d'entendre l'ami de mon ami et mon ami, l'ennemi de mon ami et mon ennemi, etc., etc. Alors, le thème aujourd'hui, il s'agit de savoir en fait s'il faut suivre, si le fait d'être de vrais amis signifie suivre son ami dans tous ses choix, que ce soit bon ou pas. C'est-à-dire, mon ami, il est content de quelqu'un, je suis content de la personne. Il est fâché avec quelqu'un, je suis aussi fâché avec la personne. Est-ce que c'est la bonne attitude? Est-ce que la loyauté, en amitié, en amour, est-ce que c'est ce que ça implique? Voilà. Donc, quand il sera l'heure au 25 31 83 53, vous pouvez nous appeler pour nous donner vos avis. En d'autres termes, est-ce que ton nez a ton neda? Voilà, vous pouvez nous appeler tout à l'heure donc pour nous donner vos différents avis. C'est comme Drabo le chancelier pour illustrer cela facilement. Voici quelqu'un qui est Boupaka, mais qui reste mon ami, malgré qu'il soit Boupaka. Voilà, mesdames et messieurs, voici donc l'heure pour nous d'installer notre invité Tranche de vie. C'est maintenant Let's Go. Sans
Sandrine a apporté quelque chose de plus à ce qui a été dit. Sandrine Konaté, est-ce que tu peux augmenter le volume? Ah, pour Drabo, là. Oui. Il dit malgré son ventre qui pousse, c'est la team de l'apéro quand même. Il fait partie de la team. Merci beaucoup pour cette touche de folie à cette émission. C'est ce que nous essayons de vous offrir au quotidien. Notre mission, c'est de transmettre la bonne humeur. Notre mission, c'est d'apporter la bonne humeur chez vous à la maison. Notre mission, c'est de vous mettre dans de bonnes conditions afin que vous puissiez donc passer une très belle journée. Faites de la place dans votre salon. Nous avons coutume à le dire. Il est temps pour nous d'aller pour le talk show sur la télévision de Burkina Faso. Mais vous rappelez également que c'est le rendez-vous du divertissement parce que tout à l'heure, dans la rubrique donc quiz ou puzzle, Mika va se charger donc de titiller notre invité que nous installons maintenant. L'ingéniosité d'un médecin burkinabé face au Covid sera développée sur ce plateau. Le seul qui, mesdames et messieurs, face donc au Covid, qui a compris qu'il était temps donc de pouvoir fabriquer quelque chose de très important avec ce qui était déjà sur place. Son personnel fabrique également du savon qui met à la disposition des patients. Il a également mis en place un projet de normalisation du centre médical de Goumet, transformation et recyclage. Et aussi à côté, projet musical parce qu'il est aussi artiste, auteur, compositeur. Mesdames et messieurs, ce garçon est spécial. Il est particulier, il est exceptionnel. Docteur Abdallah, connu très bien sous ce nom, est notre invité de cette matinée de mardi sur la télévision de Burkina Faso. Nous l'acclamons pour l'installer sur notre chaise. Bonjour docteur, installez-vous. Ce matin, vous êtes venu sans blouse. On est rassuré que tout le monde se porte bien. La belle chemise. La belle chemise. Ouais. Alors, dites-nous, elle a été confectionnée ici à Ouagadougou, précisément cette chemise? Oui, elle a été confectionnée à Ouagadougou par un ami. Un ami? Oui. C'est l'occasion pour vous de lui faire un coucou parce que nous avons ceux qui viennent chez nous et nous allons contribuer donc à faire la promotion du savoir-faire local de nos stylistes et de nos créateurs de mode. C'est un ami qui s'appelle Damas, qui est un très bon couturier, qui est situé du côté vers la ZAD. Oui. Et souvent, même quand j'ai quelque chose, il dit, bon Damas, demain j'ai une émission, mais j'ai quelque chose comme ça. Tu peux me faire une chemise. Libère son génie. Ce soir, il dit, il n'y a pas de problème, il dit, j'ai quelque chose. Et quand j'arrive, je n'ai pas besoin de prendre pour voir, de seulement que c'est bon. Super. Alors nous allons lui faire un coucou au passage. C'est très joli. C'est le mixage du tissu et du cocodonda. Et ça vient du Burkina Faso. Et vous le portez très bien. Vous portez très bien cette création. Nous avons beaucoup aimé. Docteur, merci beaucoup. Bonjour et bienvenue à l'apéro déjeuner. Les téléspectateurs également attendent votre bonjour. Votre caméra est en face de vous. Allez-y pour le bonjour. Bonjour à tous ceux qui suivent la RTV, la chaîne tout le cœur des grands événements. Et bonjour à Apéro. Bon, je remercie vraiment Jackie Elfeno et toute la team de nous avoir reçus aujourd'hui. Et je suis sûr qu'on va passer des bons moments ensemble. Ça c'est clair. Vous ne pouvez pas, mesdames et messieurs, aussi manquer ce rendez-vous parce que le docteur Abdallah Ouedraogo, qui est médecin et qui mène des actions très concrètes sur le terrain, et aussi a donné l'occasion à plusieurs personnes donc, de comprendre que l'on peut partir de rien et faire quelque chose d'énormissime. Il en est l'incarnation, c'est l'illustration parfaite de la combativité et de celui qui a su donc libérer son génie face donc à l'adversité. Docteur, nous sommes très honorés de votre visite ce matin sur notre plateau. Mais avant tout, on va parler un peu de vous personnellement. On va peut-être vous demander de poser à côté la casquette donc, du médecin que vous portez au quotidien pour nous parler de Abdallah Ouedraogo. Abdallah Ouedraogo, vous êtes né où? Vous avez grandi où? Vous êtes issu de quel genre de famille? Parce que quand on regarde, on sent en vous quelqu'un qui est né dans une famille aisée, un garçon qui n'a pas beaucoup souffert, un garçon qui a tout eu. Si c'est le contraire, c'est l'occasion également de nous dire, on sent le nid d'eau au passage. Bon, j'ai retiré mon mot. Alors, oui, docteur. Je pense que c'est la clim de la RTV qui fait que vous passez ça, sinon. Ah, sérieux? En réalité, c'est pas ça. Et puis il y a la lumière aussi. La lumière aussi, tout ça, sinon, si on sort, c'est pas simple. Je pense que ça va être la même image. D'accord. Donc, Abdallah est né à Ouagadougou, en 1987, je dirais, et à la maternité Porobi. D'accord. Voilà, j'ai fréquenté l'école primaire de Kolronava, qui en son temps était publique, voilà, jusqu'au CP, où je suis allé maintenant au lycée Zenda, Philippe Zenda Kaboré. D'accord. Où les parents étaient réticents au début. Parce que quand on dit Zenda, les gens disaient lycée de bandits, tout et tout, mais finalement c'est là-bas que l'entrée en 6e m'a amené. Et j'ai fait ma 6e jusqu'à ma terminale là-bas. J'ai fait tout le temps là-bas. J'ai eu mon bac en 2008 et je suis allé à l'université de Ouagadougou. Commencé la médecine en 2008 où j'ai fini en 2016, le 1er juillet 2016. J'ai eu mon doctorat le 1er juillet 2016 et j'ai commencé à travailler dans le privé d'abord avant de rejoindre la fonction publique. Avant de rejoindre la fonction publique. Est-ce que pendant votre cursus scolaire ou universitaire, tout était rose pour vous? Vous n'avez pas eu beaucoup de difficultés comme les autres jeunes de votre âge? Tout était bien pour vous?
on a eu beaucoup de difficultés. Oui. Parce que vous savez, je disais l'école publique de Colonava, c'était une école publique, c'est vrai, avec un prix moins cher comme scolarité, mais ça même, c'était pas simple à pouvoir honorer souvent par les parents. Donc il y a des moments souvent où bon, tu es obligé de quitter la classe parce que ça va pas, il faut qu'on vienne payer tout et tout. Donc c'est dans cette ambiance qu'on a évolué. En ce moment, en même temps, on savait que vu les difficultés que les parents avaient même pour payer les études, il fallait te concentrer en fait pour que le peu qu'ils te donnent pour que tu puisses aller à l'école, ça ne pas une perte en fait, il faut que tu te donnes à 100%. Au lycée Zenda aussi, c'est un lycée public aussi, on a eu la chance que le prix n'était pas trop élevé, donc on a fréquenté. J'ai l'habitude de dire aux gens que tout mon cursus scolaire de CP1 jusqu'au doctorat ne dépasse pas 300 000 francs. Ah ouais? C'est-à-dire si on prend l'école primaire, on paye 1000 francs. Si on prend le lycée Zéno, on paye 7500 francs. À l'université, on paye 15 000 francs. Si on prend le total, ça ne dépasse pas 300 000 francs. Wow. Donc, voilà. Et ça même, c'était quand même un parcours de combattant pour les parents de pouvoir subvenir à ça. Donc, on ne dirait pas qu'on a eu une enfance rose. Disons qu'on a eu une enfance comme les autres enfants du Burkina. C'est le contexte burkinabé. Mais les parents ont fait leur maximum pour qu'on puisse quand même avoir ce qu'on devait avoir pour avoir un diplôme. Oui. Donc, une enfance rose, non. Mais avec des parents qui ont fait leur maximum, à qui je les remercie déjà. Alors, on sait également que vous êtes ce garçon qui très tôt donc, a pris conscience et a compris que le Burkina Faso a besoin de toutes ses couches sociales. Le Burkina Faso a besoin de l'apport de chacun d'entre nous. Oui. Et vous, tout de suite, quand vous êtes donc entré dans l'univers de l'emploi, c'est-à-dire le secteur de l'emploi, vous avez commencé à travailler. Vous avez tout de suite eu quelle ambition? Pour vous, est-ce que c'était plus qu'important ou plus que vital de travailler pour la fonction publique ou d'être dans le privé? Ou bien vous êtes allé au privé pour pouvoir, dans l'espoir de vous retrouver dans la fonction publique, comme beaucoup qui attendent que la fonction publique ou qui sont accrochés donc aux mamelles politiques, donc des promesses des uns et des autres pour pouvoir donc construire leur vie? Disons que quand on a fini, on a soutenu en 2016. En fait, c'est pas, il y a des périodes où l'État lance le recrutement des médecins. Et la période dure souvent. Souvent, vous pouvez finir, soutenir et puis faire 1 an avant qu'on lance le recrutement. Donc pendant ce temps, comme il n'y avait rien à faire, que je suis allé dans le privé. Et quand on a lancé le recrutement, maintenant, j'ai rejoint l'État. Sinon, c'est pas comme s'il y avait un choix entre le privé ou le public. Quand on finit d'étudier, la plupart du temps, chez des jeunes comme nous, on pense forcément en fonction publique. C'est vrai que ce n'est pas la bonne donne. Il faut vraiment penser investissement personnel, penser privé. Mais on est sorti dans le même lot que tout le monde. On a voulu rejoindre la fonction publique. Mais les 1 an avant que l'État ne lance le recrutement, on chômait. Donc quand on a eu l'opportunité de travailler dans le privé, on a été travailler dans le privé. Et quand ils ont lancé, maintenant, on a rejoint la fonction publique. Vous qui avez eu la chance de toucher un peu à tout ce système, c'est-à-dire vous avez eu un pied dans le privé, vous avez également eu un pied dans le public. Aujourd'hui, vous êtes quand même assis, vous avez une belle expérience de vie. Est-ce que vous, en tant que docteur Abdallah Ouedraogo, est-ce que vous pensez aujourd'hui que notre système éducatif est approprié donc à notre contexte aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que ce système-là, il est bien pour notre contexte? Le système est dépassé. Tout le monde en parle. Le système est dépassé. On ne fait que fabriquer des personnes qui sortent juste avec des diplômes et qui ne savent rien faire à part peut-être s'asseoir dans un bureau et puis voilà, attendre des ordres ou donner des ordres. Et ça, c'est compliqué. Nous sommes donner des ordres? Prendre des ordres et donner des ordres. D'accord. Il reçoit en haut, on devient comme un couloir de transmission, on reçoit en haut et puis on donne à ceux qui sont en bas. Souvent, lui, a quelques mots aussi. Voilà. Donc, c'est... Malheureusement, c'est ce qu'il y a. Alors que c'est dépassé en réalité, en fait. Parce que tous les pays développés, l'expérience a montré que ce n'est pas ça qui fait développer un pays. Il faut qu'on crée. Il faut qu'on investisse. Il faut que les jeunes eux-mêmes puissent créer des choses. Mais quand on sort et qu'on a en même temps l'idée que c'est la fonction publique, tout est déjà posé, le bureau est construit, la table est là, la chaise est là, tout est là, on part s'asseoir, on fait. C'est compliqué. Mais quand on investit, quand on crée, non seulement on se rend compte de la difficulté même à pouvoir mettre en place une structure, mais en même temps on se rend compte de la manière dont il faut gérer les choses. Parce que quand on se rend compte de la manière dont il faut gérer les choses, on apprend beaucoup. Vous savez, il y a des choses qu'on n'apprend pas à l'école. Il y a des choses, c'est quand on est dans la pratique, quand on crée quelque chose, qu'on apprend beaucoup. Et ces gens de personnes qui apprennent comme ça sont des grands dirigeants. Et nous, c'est des vrais leaders. Sont des vrais leaders. En fait, ils ont appris dans le tas, ils ont appris à partir de rien pour réussir. Mais quand on finit, quand on rejoint forcément, on s'entend forcément à aller tout avoir. Souvent, on ne sait même pas quelle est la difficulté qu'on a eu à avoir la chaise, à avoir le bureau, à avoir l'ordinateur, tout ça. Souvent, ça ne fait pas de nous des bons ou des grands leaders. Donc, on s'est dépassé.
l'important, le plus urgent, c'est qu'on apprenne à faire quelque chose de nos deux mains, qu'on apprenne à créer quelque chose de nos intellects et tout et tout. Et je pense que c'est le chemin que nous devons prendre pour pouvoir nous développer. Merci de le rappeler et surtout merci de le mentionner très très fort ici à la période de jeunesse sur cette table-là. Mika, prends la parole tout de suite pour la suite de l'entretien. Oui, alors moi je l'ai écouté hein, et apparemment ça n'a pas été facile, le cursus scolaire, ça n'a pas été facile pour les parents. Mais pourtant, vous avez choisi la médecine qui, entre griffes, nécessite de longues études. Oui. Voilà, pourquoi ne pas avoir, par exemple, à partir du BEPC, choisi de faire quelque chose, peut-être la technique, ou bien à partir du bac, faire un concours, et puis y aller tout de suite. Pourquoi avoir choisi la médecine, malgré tout ce que ça pouvait présenter comme difficulté apparente? Disons que la médecine, on l'a choisie d'abord pour deux raisons. Parce que, étant petit, souvent, tu peux avoir des consultations, on te reçoit dans la salle de consultation, on t'examine, tu as mal, on te précise quelque chose, tu prends, et puis c'est fini comme une magie. Donc nous, on a aussi envie de donner cette magie aussi à d'autres personnes qui ont mal. Et deuxièmement, ma grande sœur est médecin. Donc, disons qu'elle m'a un peu, je l'ai un peu copié, elle m'a un peu inspiré, je dirais, elle m'a un peu inspiré et tout. Mais comme la médecine, avant de partir à la médecine, il y a un minimum de moyens qu'on t'exige à avoir au bac. Donc cette moyenne m'a permis en même temps d'avoir une bourse. D'accord. Donc une bourse nationale. Oui. Et je me suis dit, avec cette bourse nationale, je peux quand même supporter mes études jusqu'à la 8e année. Sinon, si on n'avait pas eu cette bourse, c'est pas évident qu'on allait pouvoir tenir jusqu'à 8 ans. Mais comme la moyenne pour aller à la médecine nous a permis en même temps d'avoir la bourse nationale pour supporter pour faire reposer les parents à l'unité, ça nous a permis de pouvoir faire nos 8 ans sans problème. Voilà. Alors, oui, Sandrine Konaté. Oui, moi, c'est toujours dans la même lancée, mais je vais revenir un peu plus bas. Parlons toujours de la modestie des moyens des parents qui... C'était même difficile d'honorer les frais de scolarité qui ne dépassaient pas 1000 francs CFA. Bon, donc avant d'arriver au bac, il y a eu le CP1 jusqu'au CM2, jusqu'en terminale et tout. Quel était le métier des parents déjà? Ma maman est ménagère, et mon papa il travaillait en fait pendant la Révolution, mais je pense qu'ils avaient une usine de friperie et tout comme ça qu'ils faisaient. Et après, maintenant, je pense qu'il y a eu une retraite anticipée qu'ils ont fait. Un licenciement. En tout cas, il y a eu un problème comme ça. Donc, il s'est un peu rabattu au niveau de l'entrepreneuriat, où il fabriquait des briques, fabriquait des dalles, des trucs comme ça, pour se débrouiller comme ça. Sinon, voilà, son premier boulot, il a perdu en fait. Donc, il s'est débrouillé. Je vois. Donc, vous êtes petit et c'est difficile pour les parents d'honorer les frais de scolarité. Pourquoi vous n'avez pas choisi d'aller aider papa, par exemple, à fabriquer des briques? Ce sont les parents qui vous ont incité à poursuivre vos études ou c'est vous-même qui avez dit, qui vous avez dit non, il faut que je le fasse? Au lieu d'aller faire les briques comme papa, là, au lieu de faire 50 briques par jour, avec un coup de main de Abdallah, on va passer à 60 et ça fera plus de revenus pour la famille. Pourquoi vous n'avez pas fait ce choix? C'était vous ou les parents qui voulaient que vous poursuiviez? Disons que pendant les vacances, je faisais ce travail. Pendant les vacances, moi j'ai fabriqué des briques, j'ai fabriqué des dalles. J'ai même travaillé avec une charrette, avec un âne, où on partait à Pazani. En ce moment, ce n'était pas encore développé. Pazani, Yarma, on cherchait le sable, on cherchait les cailloux sauvages, on cherchait beaucoup de choses. Donc pendant les vacances, je me donnais à 100% pour aider les parents à pouvoir rentabiliser beaucoup pour qu'ils puissent supporter les charges pendant l'école. Mais le problème, c'est quoi? Ça veut dire que le papa fait ça. Si toi aussi tu fais ça, ton fils fera la même chose. Et ton élève fera la même chose. Ça veut dire qu'à un moment, il faut casser cette continuité, prendre des risques pour que demain le papa qui faisait ça arrête de faire ça et que ton enfant qui va venir ne fasse pas ça en réalité. Fasse mieux que toi. En réalité. Mais est-ce que c'était votre choix ou le choix des parents? C'est papa qui refusait en fait que vous veniez fabriquer les briques pendant l'année scolaire avec lui, ou est-ce que c'était votre choix personnel que voilà de rester? Non, et puis c'était vous? C'était les parents? C'était un choix. Au niveau des deux, à mon niveau et au niveau de mes parents, parce que moi je voulais continuer mes études déjà. Ma soeur continuait ses études, parce qu'elle-même, c'était ma référence parce qu'elle était première de sa classe jusqu'en terminale, c'est bien jusqu'en terminale. Donc ça fait que moi je voulais la ressembler et comme elle n'avait pas arrêté, moi ça me tirait aussi et les parents n'étaient pas opposés à ça. Donc dès que la rentrée commençait, on payait mes fournitures, on payait tout, on dit vas-y, il faut repartir à l'école. Et ce sont les vacances seulement que je partais travailler. Donc les parents voulaient que je continue, moi je voulais continuer et ma soeur était devant moi et je la suivais. Mais vous n'avez pas eu de soutien de certains oncles? À l'époque ça existait toujours, hein. C'est vrai qu'aujourd'hui de moins en moins qui voient que le fils de Ouedraogo, mon grand frère, travaille bien à l'école,
l'école, mais les moyens, il n'a pas les moyens. Moi, je le récupère chez moi. Voilà, et finalement, je lui paye les études. Vous n'avez pas eu ça, un oncle qui a cru en vous, qui a voulu soutenir papa pendant ses difficultés, ou bien la famille, après le licenciement de papa, s'est retirée et vous a laissé, vous a abandonné? Non, vous savez, en Afrique, les grandes familles, c'est comme ça. Tu peux avoir un soutien sans que tu sois au courant. Souvent, ton oncle peut venir donner quelque chose au papa pour qu'on donne à l'enfant sans forcément dire donner à l'enfant. Donc, les oncles venaient à la maison. Il y a beaucoup qui m'encourageaient, qui nous soutenaient. Et forcément, je sais qu'on a reçu ce genre de soutien qui n'est pas directement donné à l'enfant, mais qui est donné aux parents. Parce que même si un oncle vient donner de l'argent au papa sans dire que c'est pour l'enfant, le papa va savoir comment utiliser pour que ses enfants puissent continuer l'école. Donc, forcément, la gestion. On a eu un soutien familial comme il est coutume de le voir en Afrique, dans les grandes familles où les gens font tout pour qu'il n'y ait pas de honte dans la famille. Voilà, donc on a eu ce soutien forcément. Alors, docteur Abdallah Ouedraogo, dites-nous, donc finalement dans votre famille, vous vous retrouvez avec 2 médecins dans la famille. Oui. 2 médecins dans la famille. Est-ce que vous êtes les seuls enfants de papa et de maman? Est-ce qu'il n'y a que vous et votre soeur ou il y a d'autres enfants? Non, c'est une famille polygame. Et je suis le dernier de la famille. Le dernier de maman, et ma grande sœur et moi, nous sommes les 2 enfants de ma maman. Et il y a ma marade qui a aussi 4 enfants. 4 enfants. Donc, nous sommes 6. Et quelle était l'ambiance donc au sein de cette famille, la famille polygame? Parce qu'on sait très souvent que c'est très souvent une ambiance pas du tout bon enfant. Il y a toujours des difficultés, il y a toujours des préférences, il y a toujours des enfants délaissés. Est-ce que c'était la concurrence à 2 balles qui n'a même pas de sens? Est-ce que c'était votre cas réellement? Grâce à Dieu, vous savez, le papa est un grand musulman. D'accord. Donc, vous savez, dans la religion, il y a certaines pratiques qu'on enseigne. Et la polygamie, même avant de rentrer dans la polygamie, il y a un minimum qu'on t'exige. Ça veut dire que tu sois égaux envers les femmes et que tu sois égaux envers tes enfants. Je pense que le papa a fait le maximum pour respecter cela et il n'y a pas eu de problème particulier. Ça veut dire nous sommes frères et sœurs. Peut-être que si vous rentrez, si on ne vous le dit pas, vous n'allez pas peut-être savoir que c'est l'enfant de telle femme, l'enfant de telle femme. Et mon grand frère et moi-même, nous travaillons ensemble. En fait, quand il dit les vacances, je faisais les briques et autres là. C'est avec lui que je travaillais. Mais mon grand frère, ce n'est pas l'enfant direct de ma maman, c'est l'enfant de ma marâtre. Mais on travaillait ensemble pour subvenir aux besoins de la famille et pour subvenir aux besoins du papa et tout. Donc, je pense, on a eu... Dans toutes les familles, même les familles monogames, il y a souvent des petits bisbilles entre frères, sœurs directes. Ça ne manque pas dans les familles polygames, mais je pense que grâce à Dieu, Dieu a permis au papa d'avoir respecté les principes de la polygamie qui demandent d'être égaux envers les enfants et envers les femmes. Et grâce à Dieu, ça va. Nous avons tous grandi. Il y a des choses qu'on a dépassées. Maintenant, chacun regarde plus vers l'avenir. Vous êtes héritier d'un certain nombre donc, de valeurs humaines transmises donc, par papa et maman, et également de cette famille, cette grande famille africaine, qu'on a coutume de définir ou d'illustrer donc, à travers ces familles polygames. Et vous, docteur, qu'est-ce que vous retenez donc, de tout ce qui a été transmis comme valeurs humaines? Est-ce que plus tard, vous comptez faire mieux que papa en prenant 4 femmes, ou vous allez faire moins? Voilà. Je pense que l'époque de papa n'était pas, c'est pas notre époque. Le sel qui coûtait 25 francs, c'est pas la même quantité de sel qui coûte encore aujourd'hui. Les choses ont évolué, les choses sont devenues encore beaucoup plus difficiles. Et étant médecin même, il y a des conseils que je donne à mes patients par rapport à la planification familiale, par rapport à l'équilibre de vie familiale et beaucoup de choses. Je pense qu'on fera moins que papa dans ce domaine-là. On va essayer de faire plus que papa dans d'autres domaines, mais dans ce domaine, c'est mieux. Je pense qu'on fera moins que papa. Vous êtes médecin généraliste ou médecin spécialisé? Je suis médecin généraliste. Généraliste, c'est-à-dire pour les citoyens lambda comme nous, qu'est-ce que ça veut dire, médecin généraliste? C'est-à-dire vous soignez toutes les maladies ou bien vous consultez et puis vous recommandez aux spécialistes? Ça veut dire médecin généraliste, c'est le médecin qui a fini ses études de 8 ans, qui a son diplôme et qui n'a pas poursuivi dans une spécialité donnée et qui soigne presque toutes les maladies. Il les reçoit, les maladies qu'il peut soigner, il les soigne. Ce qu'il pense qu'il ne peut pas soigner, il les oriente vers les spécialistes. Voici à peu près le travail du médecin généraliste. Il soigne ce qu'il peut soigner, ce qu'il ne peut pas maintenant, il oriente vers les spécialistes. Est-ce que plus tard, docteur Abdallah compte justement se spécialiser dans un domaine précis, ou bien vous comptez demeurer dans le généralisme pour pouvoir donc continuer donc à servir tout le monde? Non, je vais me spécialiser. Je suis en train d'hésiter entre 2 ou 3 spécialisations, mais je pense que d'ici la fin de l'année, je serai vraiment situé et je vais aller l'année prochaine vers une spécialisation. Qu'est-ce qui vous motive le plus? Vous voulez vous spécialiser dans quel domaine? Moi, je suis en train de voir la santé publique, je suis en train de voir la médecine du travail et dans 3e position, je suis en train de voir peut-être la cardiologie. La cardiologie.
Parce que vous avez constaté qu'il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui. Beaucoup au sein de la population donc, souffrent de ces problèmes donc, cardiovasculaires. Alors, cela est dû certainement à quoi, docteur? D'abord, notre alimentation a changé déjà. D'abord, même si on prend même d'abord notre alimentation qui a changé, ça c'est de 1. Et de 2, même, nous avons plus de possibilités de faire des examens. Vous savez, avant, les gens mouraient de maladies cardiaques, mais on ne savait pas parce qu'on n'avait pas la possibilité de faire des diagnostics. Maintenant, avec la possibilité de faire des diagnostics, on arrive à trouver les problèmes que les gens ont. Deuxièmement, comme il dit, l'alimentation a changé. Il y a des choses qu'on ne mangeait pas avant qu'on mange maintenant. Parce que il y a la modernisation, il y a ce qui sont aujourd'hui aux États-Unis se retrouve au Burkina. On en consomme, mais pas forcément avec les mêmes habitudes. Vous allez voir que dans les pays développés, souvent les gens prennent le sport comme une tasse quotidienne. Une tasse quotidienne sans problème. Mais ici, c'est compliqué. On mange la même chose que eux, mais on ne fait pas la même pratique que eux. Il y a ça, il y a aussi le développement des moyens de communication. Aujourd'hui, les motos sont là, les voitures sont là, on se déplace rapidement avec ça, alors que la marche est conseillée. Les motos, les voitures entraînent les gens à être sédentaires. On est sédentaire, ça veut dire on est assis, on ne bouge pas, on mange beaucoup de choses, on prend du poids, on bouge les artères, et la tension s'élève, et voilà, par fini, on a beaucoup de maladies cardiovasculaires. Et malheureusement, on n'a même pas les moyens de ces pays européens là pour se soigner en fait. Ça veut dire on a les moyens pour manger ce qu'ils mangent, mais on n'a pas les moyens de se soigner. Donc ça fait que les maladies augmentent de jour en jour pour toutes ces raisons-là. Et le taux de mortalité également. Oui, malheureusement. Alors, docteur, il y a aussi un autre problème qui est criard, un autre problème que connaît beaucoup donc, au sein de la population. Il s'agit donc des problèmes donc, de reins. Voilà, les insuffisances donc, rénales. Alors, docteur, en tant que généraliste et en tant qu'homme de la santé, et puis aussi quelqu'un qui a fait des études dans le domaine, qu'est-ce que vous avez en quelques mots comme conseil donc, à prodiguer à cette population pour pouvoir donc, éviter de pouvoir tomber dans cette difficulté sanitaire que nous pouvons donc appeler insuffisance rénale, de façon globale? Il faut savoir que l'insuffisance rénale, il y a deux sortes. L'insuffisance rénale aiguë, qui peut survenir au cours d'un palu, au cours d'une infection, quelque chose comme ça, qui est rapidement résorbable, ça c'est pas un problème. Mais l'insuffisance rénale chronique, ça c'est un problème. Ça veut dire que quand vous l'avez, c'est à vie. Et malheureusement, son traitement est difficile. Et malheureusement, nous sommes dans un pays africain, pays en voie de développement où les moyens vraiment manquent. Il y a des patients même qui, avec leurs moyens, ne peuvent même pas avoir accès au traitement à tout moment. Il y a des gens qui sont dialysés 2 fois par semaine. La dialyse, minimum peut-être autour de 70 000 francs la séance de dialyse, y compris les médicaments. Donc si on prend 70 000 francs, ça fait 140 000 francs. Ça veut dire que si on prend 10 dialyses par semaine, ça veut dire que si on prend le mois, ça tourne autour de 400 000 francs. 500 000 francs, alors que vous n'avez même pas un salaire qui vaut même 300 000 francs en réalité. Donc c'est pour vous dire, mieux vaut éviter de tomber malade que d'avoir à dépenser de telles sommes pour rester en vie. Et l'insuffisance rénale chronique dont on parle, les causes, les gens les connaissent. Les gens savent que l'alcool entraîne ça, les gens savent que le tabac favorise ça, les gens savent que les intoxications, tout ce que quand on prend des médicaments ou tout ce qu'on avale, sont libérés soit par le foie, soit par les reins. Et quand on amène le rein à travailler doublement pour pouvoir libérer ce qu'on a consommé de mauvais, forcément, en travaillant beaucoup, on se fatigue, on ne se repose pas. Donc les reins se fatiguent et par finir, ce sont des problèmes. Il y a des gens qui prennent des médicaments pour, excusez-moi du terme, mais pour faire des avortements et par finir, ça donne des insuffisances rénales. Il y a des gens qui prennent des décoctions, il y a des gens qui fument, il y a des gens qui prennent l'alcool comme ce n'est pas permis. Et par finir, oui, voilà, les aphrodisiaques qui tuent leurs reins. Et par finir, on est dans une situation où tu ne peux rien faire en réalité en fait. Tu ne peux que dire au patient, bon, voici votre maladie, voici la charge que vous devez faire chaque semaine, tout et tout, en sachant qu'il ne pourra peut-être même pas supporter. Parce que même les médicaments que tu lui donnes pour payer 10 000 à la fin du mois, il n'arrive pas à faire. N'en parle pas une dialyse à 70 000 francs par semaine. Donc tu sais que ce patient, bon. Alors docteur, donc face à cette difficulté, est-ce que consommer beaucoup d'eau est recommandé? Oui, c'est la meilleure boisson. C'est la meilleure boisson. Il faut manger, on dit qu'il faut manger moins salé, il faut manger moins sucré, il faut manger moins moins gras. Alors l'eau ne contient ni du sucre, ni du sel, ni des matières grasses. C'est la meilleure boisson qui est recommandée. Boire beaucoup d'eau. Même si on n'a pas envie de boire, il faut quand même prendre cette habitude de boire beaucoup d'eau. Ça permet vraiment d'hydrater le corps, ça permet vraiment d'aider le rein dans son travail. C'est vraiment un conseil, un cri de cœur pour dire aux gens, c'est l'eau, c'est la meilleure des boissons. D'accord. Oui. Alors Mika, on va tout de suite avec toi rappeler le thème, mais également aller pour votre préoccupation. D'accord. Alors le thème c'est celui-là. Est-ce que la vraie amitié exige de nous d'épouser tous les choix de notre ami? Est-ce que la vraie amitié signifie qu'on doit être d'accord avec tout ce que notre
ami Même fait. quand ton ami ment, Voilà, est-ce tu dois que tu dois l'applaudir? Est-ce que quand il est en train de faire du mal, est-ce que tu dois quand même le soutenir? Est-ce que tu dois être à fond avec lui? Ou bien il faut l'arrêter avant qu'il n'embrasse le mur. Voilà. D'accord. Alors, quand il sera l'heure, vous allez nous appeler au 25 31 83 53 pour nous donner vos avis, tout simplement. Merci beaucoup, Mika. On part pour votre préoccupation. Oui, voilà. Ma question va un peu rejoindre le thème que tu as abordé, Jackie. Moi, les greffes d'organes, c'est une solution qui existe ailleurs, mais ici, on a l'impression que c'est quasiment inexistant. Pourtant, moi, je crois que c'est pas les volontaires qui manquent. Il y a des gens qui veulent bien donner, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est pas structuré? Est-ce que le système médical ne s'est pas penché sur cette question? Comment ça se passe en réalité? Vous savez, comme on dit, nous sommes dans un pays où tout est prioritaire. Oui. Quand on prend le domaine de la santé, il y a des choix à faire. Par exemple, est-ce que le choix est de donner la santé à la majorité de la population ou de se donner la santé pointue à 2 ou 3 personnes? C'est ça en fait. Est-ce qu'on décide de construire 100 CSPS pour que 100 villages puissent avoir des CSPS ou on décide de construire un hôpital de référence pour juste faire des greffes pour 4, 5, 6 personnes? C'est ça aussi, ce sont des choix politiques. Ça veut dire qu'on n'est pas arrivé à un stade où on peut développer le système sanitaire pour qu'on soit pointu comme dans d'autres pays. Donc, les greffes d'organes, ce sont des solutions à beaucoup de pathologies. Mais combien de personnes en réalité en fait, ont besoin de greffes d'organes au Burkina Faso ici? Si on prend par rapport à ceux qui ont besoin d'avoir accès à la santé de base même, d'avoir accès à la conception simple, vous allez voir que le nombre, ça ne fait pas marche en fait. Donc souvent les politiques choisissent beaucoup plus d'investir pour que la majorité ait accès au minimum de santé, que quand on est malade on puisse aller se consulter, que d'investir peut-être pour que juste quelques personnes puissent avoir accès à des greffes d'organes. Mais quoi qu'on dise, on est en train d'évoluer aussi quand même, on est en train d'évoluer. Et aujourd'hui il y a la radiothérapie qui est en train d'être émise au Burkina Faso. Il y a des examens qu'on faisait avant dans d'autres pays qui sont en train de s'installer au Burkina Faso. Et ces greffes d'organes, ces possibilités aussi viendront avec le temps aussi. Si c'est peut-être même pas déjà là et que nous ne sommes pas au courant. Mais d'accord, merci. Mais en fait, est-ce que la médecine traditionnelle, est-ce que ce ne serait pas une solution? Au lieu que les praticiens de la santé tels qu'on les connaît jettent balayer tout du revers de la main, est-ce que ce ne serait pas une solution que de chercher à collaborer avec ces personnes-là? Parce que parfois, ils ont des remèdes, mais il y a un souci de dosage. Voilà, il y a un souci de dosage qui va créer des problèmes, mais ça n'empêche pas que le principe actif soit là, soit présent. Est-ce que une collaboration entre les deux ne serait pas une solution à nos problèmes? Ou autrement, en d'autres termes, docteur, que pensez-vous de la médecine traditionnelle? La médecine traditionnelle a longtemps soigné nos parents avant que la médecine occidentale ne fasse sa venue. Ça a longtemps été la solution pour nos parents. Seulement, c'est comme Mika disait, il faut essayer de cadrer les choses, c'est tout. Et l'État a compris cela. Je pense qu'au niveau de Tinkodgo, chercher le Tinkodgo, quand vous rentrez, il y a une partie qui est destinée à la médecine traditionnelle. Ils ont destiné un endroit à la médecine traditionnelle. Et il y a une collaboration qui est faite entre les agents de santé qui font la médecine dite moderne et les praticiens qui sont là-bas. C'est seulement essayer de recadrer. Je pense même qu'au niveau du ministère, peut-être, je pense qu'il y a une direction qui s'occupe un peu de cette médecine traditionnelle-là. Je pense que l'État a compris cela. Et c'est une évidence, on ne peut pas le nier, d'où nous venons. Nos parents vivaient même beaucoup plus que nous. C'est ça, c'est la remarque qu'on fait. Comment ils faisaient? Ils ne se soignaient pas la médecine traditionnelle, on ne peut pas le nier. On peut essayer de recadrer et tirer le meilleur de cela pour, qu'on appelle ça, pour faire une association avec ce que nous avons comme médecine moderne. Et je suis sûr même que cette symbiose va faire que les pays développés vont nous envier. Parce que nous avons et leurs médicaments, nous avons notre médecine traditionnelle. Si on tire le meilleur de tous ces deux et qu'on fait un ensemble, je pense qu'on va vraiment aller loin. D'accord. Sans Konaté. Docteur, éclairez-nous sur quelque chose, si possible. Maintenant que vous êtes là, on va apprendre la vie d'un spécialiste que vous êtes. Est-ce que ce qu'on appelle communément le goumet entre griffes, le chagrin d'amour, est-ce que ça joue réellement sur le cœur? Le fait que Jackie me courtise depuis des années, je dis non, écoute, va peut-être dans le jardin de la RTB et puis voilà, il en souffre, il n'arrive pas à exprimer le mal là. Est-ce que ça peut lui créer des problèmes cardio? Docteur, avant de répondre à la question, laissez-moi rapporter une petite précision. En fait, c'est ce qu'elle attend depuis des années, mais que ça n'arrive pas. Donc, vous pouvez répondre à la question. Du coup, elle veut savoir ce qu'il attend. Bien sûr, il y a ce qu'on appelle les maladies psychosomatiques. Et la maladie commence par le psychique et touche le somatique. Ça veut dire que ça commence d'abord par les problèmes psychiques
et touche maintenant l'organisme de la personne. Par exemple, une personne qui est dans le gourmet et par exemple qui n'a même pas n'arrive pas à manger, forcément avoir une répercussion sur son organisme, forcément. Et vous savez, quand on est stressé ou bien quand on a des émotions, le corps libère certaines hormones qui ne sont pas forcément bien pour l'organisme. Voilà pourquoi, par exemple, il y a justement ce qu'on appelle les ulcères de stress. Vous savez qu'il y a des gens qui ont des ulcères dus au stress qu'ils ont. Comme des élèves, par exemple, qui à l'approche de l'examen, commencent à avoir des douleurs thoraciques. Tout à fait. Souvent, ce sont des ulcères de stress, en fait. Ça veut dire que le stress fait produire certaines hormones dans l'organisme qui ne sont pas bien. Et de la même manière que ça produit pour l'organisme, ça produit aussi pour le cœur aussi. Donc, le gourmet dont vous parlez, qui est des situations d'émotion, donc ce sont des situations d'émotion, de tristesse, de stress, d'angoisse et tout, fait fabriquer des hormones dans le corps qui ne sont pas forcément bien ni pour le cœur ni pour l'organisme. Donc il y a des répercussions. Alors, merci beaucoup à Sandrine Konaté pour cette question qui va sans doute aussi intéresser beaucoup parce que ils ou elles sont nombreux donc à vivre cette situation, à vivre le gourmet. Eh bien, faites beaucoup attention parce que ça peut également jouer sur votre état de santé. Docteur Abdallah Ouedraogo est notre invité, ce médecin dont l'ingéniosité, mesdames et messieurs, a fait donc couler beaucoup de salive et d'encre, et les usagers du centre médical urbain, le CEMU Gourmet 6, donc ne vont pas oublier de sitôt ce que vous avez donc posé comme action là-bas. Vous avez su mettre votre leadership donc au service du développement de la santé, et orienté donc dans le cadre de votre travail, et vous n'avez pas tardé justement à déceler les insuffisances sur votre lieu de service. Alors docteur, dites-nous déjà, comment est-ce que naît cette envie, cette motivation de pouvoir donc essayer de changer les choses, de casser les côtes et de pouvoir donc essayer de redynamiser ce centre médical où vous étiez donc affecté. Je suppose que vous n'êtes plus là-bas. Je suis toujours là-bas. Vous êtes toujours là-bas. Alors, c'est vrai que tout le monde parle de vous là-bas en bien. Alors, ça a commencé comment? Est-ce que vous êtes le Sankara de la santé populaire au Burkina ou c'est Roi Jésus? Dites-nous, qu'est-ce qui a motivé cette façon de faire, docteur? Disons que j'étais d'abord à Gorom Gorom, au service de Gorom Gorom. Et quand j'ai été affecté, quand on m'a dit Gourmet, centre médical de Gourmet, moi je connais un centre médical qui est à Gourmet, qui est vers l'échangeur. Le Gourmet? Oui, le Gourmet. C'est là-bas, moi je suis né là-bas. Ah ouais, donc c'est là-bas en fait. Donc quand on m'a dit Gourmet, je dis vas-y, c'est un bon centre médical, c'est parfait, c'est pas loin de chez moi, c'est cool. Donc je suis arrivé, on m'a dit que c'est pas là-bas en fait. Il dit c'est où? On dit qu'il y a un autre qui est derrière, qui est vers le lycée mixte de Gourmet. Il dit je connais pas ça. Donc on m'a dit non, ok, c'est pas ici que tu as affecté, mais c'est là-bas que tu as affecté. Donc quand je continue à aller voir le centre médical, là où on m'a affecté, mais bon, j'étais un peu triste quand même. Parce que ça ne répondait pas à l'image de rêver. Parce que le centre que je connais, il y a deux centres médicaux à Gourmet. Il y a Gourmet 7 et Gourmet 6. Je ne connaissais pas le 6, je connaissais le 7. Donc je connaissais qu'il y a un centre qui a un laboratoire, qui a beaucoup de choses. Mais là où je suis affecté, en fait, c'est un centre qui pratiquement n'avait rien. Et malheureusement, les conditions étaient vraiment dégradantes et tout. Donc ce n'était pas l'endroit rêvé en fait. Voilà. Et quand j'ai vu, j'ai dit bon, on fait comment? J'ai deux choix. Soit je fais mon temps et d'ici là qu'on m'a fait ailleurs vers un centre qui est meilleur, ou bien on essaie de transformer ce qu'on a trouvé là, que ça devienne comme ce qu'on rêvait de trouver. C'était ça en fait l'idée. Et dit bon, dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de transformer ce centre médical là pour qu'il soit comme celui qu'on rêvait de trouver, voire même plus que ça. Voilà d'où l'idée est venue. Parce que de toute façon tu es là. Tu vas faire comment? Soit tu travailles à te faire affecter ailleurs, ou bien tu fais ton temps, tu subis, ou bien tu essaies de changer les choses pour que ça devienne comme ce que tu rêvais de trouver. Donc voici d'où l'idée nous est venue de transformer le centre médical là pour qu'il devienne ce qu'il est aujourd'hui en fait. Alors, quand vous vous êtes engagé donc à restructurer ce centre-là, parce qu'on sait que vous avez également demandé à ce que les uns et les autres cotisent au moins 100 francs, est-ce qu'on ne vous a pas dit à un moment donné que ce n'est pas votre mission? Oui, ça a été difficile de parler de cette idée aux gens. Parce que quand j'ai réuni peut-être le personnel, les accompagnants de malades, les malades, tout ça, pour dire, bon, il dit, nous, on va transformer ce centre médical pour qu'il devienne une référence. Il dit, mais on n'a pas les moyens. Il faut qu'on compte sur nous-mêmes. Il faut que chacun accepte de donner quelque chose. Tout le monde n'était pas d'accord. Il y a des gens qui ont dit, non, il faut aller voir ça, il faut aller faire ça. Il y a des gens qui ont dit qu'ils ne sont pas d'accord. Il y a d'autres même qui m'ont dit un jour que ce n'est pas le champ de papa. Voilà, et donc, ils ne vont pas investir dans ça. Mais nous, on a commencé, on dit, bon, on a fait des demandes de soutien, comme un peu ce qu'on fait d'habitude. On a couru à travers la ville, déposé dans des structures, dans des entreprises. On a appelé certains artistes, on dit, bon, on a un centre médical, on voit que vous faites souvent des dons, nous, on voulait avoir un soutien. Mais on n'a pas eu de réponse favorable. On a couru 2-3 mois comme ça, rien. Et on s'est dit, de toute façon, il faut que ce projet-là puisse aboutir.
Même si les gens ne vont pas nous aider de l'extérieur, il faut que de l'intérieur, on puisse nous aider nous-mêmes. Donc on a commencé maintenant à parler aux gens, à dire, vous savez, si on a un laboratoire, en tant qu'agent de santé, vous allez avoir de meilleures consultations, vous allez avoir de meilleurs diagnostics, tout ça. On a demandé à la population, en tout cas on a essayé de convaincre les gens pour qu'ils sachent que le rêve que nous avons, si ça se réalise, ça va bénéficier à tout le monde. Et on a commencé à dire aux gens, il faut commencer à cotiser. Il y a des gens qui ont commencé, qui ont cru, qui ont commencé à donner 100 francs, 50 francs, 200 francs. Il y a des gens qui ont commencé, des agents de santé qui ont commencé à donner de l'argent. On a demandé aux gens de laisser tomber leur ristourne. Vous voyez, les ristournes qu'on perçoit chaque 3 mois, on a dit aux gens, laissez tomber vos ristournes. Ce n'est pas votre salaire, laissez tomber, on va prendre construire un laboratoire. Si le laboratoire est construit et que ça commence à fonctionner, c'est que ça va générer comme chose, on va rembourser votre argent. C'est libre. Il y a eu une liste d'inscriptions, les gens s'inscrivaient, d'autres ont refusé de faire. Mais en tout cas, quand on a commencé à faire, et qu'on a commencé à payer nos premières fleurs pour planter, on a commencé à payer nos ciments pour commencer à travailler. Il y a des gens qui voyaient qu'on était en train d'évoluer, d'autres qui avaient refusé au début, nous ont rejoint. Et on a essayé de voir aussi qu'est-ce qu'on avait comme ressources. Les délégués médicaux, je ne sais pas si vous les connaissez, qui font la promotion des produits, quand ils viennent, ils disent, bon, on vient présenter pour nos produits. Quand ils viennent, ils apportent des boissons, ils apportent des poulets, ils apportent des trucs. Des gardiens, on écoute leur présentation, à la fin, ils nous donnent des boissons, des kits. Et moi, j'ai approché un jour, j'ai dit, vous dépensez combien pour des trucs comme ça? Il m'a dit que c'est autour de 150 000. J'ai dit, ok, il dit maintenant, si vous venez pour vos conférences, venez faire vos conférences seulement et vous partez. Mais les 150 000 que vous prenez pour la restauration et les trucs là, il faut prendre ça, payer du ciment, vous allez venir avec. Ou bien vous payez du sable, vous venez avec nous, on ne veut plus vos boissons et puis vos trucs là. Convertissez ça en quelque chose pour nous amener. Il y a d'autres qui ont dit que non, ils ne travaillent pas comme ça. Il dit, si vous ne travaillez pas comme ça, dès que nous, on ne vous reçoit plus. C'est clair. C'est ceux qui veulent travailler comme ça avec nous que nous on va recevoir. Parce que le centre se développe, vous aussi vous développez. Parce que si le centre est bien, que les patients viennent consulter, il y aura plus de prescriptions et on va prescrire vos produits. Donc acceptez l'idée. Donc beaucoup ont accepté l'idée. Ils viennent, présentent les produits et ils nous remettent du ciment. Ils présentent les produits, ils nous remettent du sable. Ils présentent les produits, ils nous remettent de la peinture. Donc c'est comme ça nous on faisait un peu pour faire notre projet. Et c'est comme ça le projet donc a pris forme. Oui. Et vous avez pu, avec ce projet, donc décrocher le 29 septembre dernier la première place de la campagne Jeunesse qui bouge, actrice du changement. Oui. Une compétition vidéo donc sur les initiatives innovantes portées par les jeunes du Burkina Faso, organisée par Communicafrique en partenariat avec l'ambassade du pays au Burkina Faso. Oui. Alors, ce prix-là, c'était une valeur de combien à peu près? C'était 400 000 francs. 400 000 francs. Et qu'est-ce que vous avez fait les 400 000, docteur? Les 400 000, d'abord, j'ai enlevé 10%, 4 000 francs pour donner à celui qui a filmé. Okay. Puisque c'est un ami qui a filmé, qui m'accompagnait, qui filmait le projet, parce qu'au début, je suis allé voir des grands frères dans le domaine de la santé qui ont dit, ils ont essayé cette chose-là, ça n'a pas marché, c'est pas la peine de faire. D'autres m'ont dit, si tu fais ça de toute façon, à la fin, on ne te reconnaîtra même pas. Quelqu'un va venir récupérer ça et puis laisser le centre. Et un ami m'a dit que l'idée que lui a, c'est qu'on filme le projet. Que si on filme, au moins il y a des images, au moins on sait qui a donné quoi. Voilà, qui a donné quoi. À la fin, personne ne peut venir dire, récupérer le projet. Et quand les gens savent aussi qui c'est filmé, il y a des gens qui vont vouloir vendre leur image et qui vont faire. Donc lui, il passait le temps, il venait m'aider, il filmait un truc comme ça. Donc, moi j'ai enlevé 10% pour lui donner. J'ai enlevé une partie pour mon personnel, pour organiser un petit truc pour mon personnel. Et le reste, maintenant, bon, j'ai encore investi dans ma personne. Vous avez investi encore dans votre personne. Nous savons également qu'à l'avènement du Covid-19, vous avez été aussi celui qui a initié donc, cette confection des masques visières en plastique. Alors, comment est née cette idée, docteur? En fait, l'idée, c'est que dans une association, et pendant le Covid-19, on réfléchissait comment faire pour faire des dons aux agents de santé. Donc les dons, c'est quoi? On voyait les masques. Mais après les masques, vous voyez dans les pays développés, quand il y avait le Covid, quand on regardait les images, on les voyait avec des cache-nez, mais aussi avec des visières. Et on s'est dit, c'était bien qu'on puisse donner des cache-nez et des visières. Et on s'est renseigné si on pouvait payer les visières. On a dit une visière coûte 6 000 francs. On a dit, bon, 6 000 francs, on ne peut pas. C'est trop lourd pour nous. Il faut trouver une solution. Donc on était en train de réfléchir comment faire pour pouvoir trouver la bonne formule pour avoir les visières pour donner aux gens. À la fin, on s'est dit, bon, on va juste donner les masques seulement et puis c'est bon. Mais un jour, moi, j'étais en train de lire un document. Et vous voyez la page plastique qu'on met pour couvrir les documents là. Dès que j'ai ouvert ça, une idée m'est venue, mais ce plastique ressemble au visière qu'on voit à la télé en fait. Donc j'ai enlevé le plastique, puis j'ai essayé de mettre voir. Je vois que ça ressemble un peu au visière. Maintenant, comment faire pour mettre le chiffon tout et tout? Je suis allé payer des éponges avec la colle minute. Et puis j'ai mis l'éponge, ça n'attrapait pas.
Donc j'étais en train de réfléchir comment faire pour que l'éponge puisse prendre. Je suis allé voir un menuisier, ils ont une colle qu'on appelle colle sang ou quoi. J'ai pris la colle, j'ai mis l'éponge, ça a attrapé. J'ai dit bon, il va savoir la solution. Donc j'ai payé maintenant un matelas, une mousse, j'ai découpé, j'ai payé les plastiques là à la librairie qui coûte 3000 francs pour 100. Wow. Et quand j'ai payé la colle, j'ai commencé à mettre, ça prenait forme. Maintenant il fallait mettre l'élastique, maintenant j'ai payé une agrafeuse avec l'élastique. Et j'ai commencé à grafer, ça a pris forme. Quand je l'ai mis, c'était top. J'ai dit, bon, l'idée est là. Wow. J'avais l'association, j'ai dit, bon, je pense que j'ai trouvé la solution. Bravo. On va essayer de faire ça. Et on a réuni un peu d'argent, j'ai appelé les jeunes, j'ai essayé de montrer un peu l'idée. On a fabriqué pas moins de 3000 à 4000 visières. On a commencé à distribuer dans les hôpitaux à Ouagadougou. Je sais que Tengango a reçu, Charles de Gaulle a reçu, Yalagado a reçu, les districts sanitaires ont reçu. Et on a fait une petite vidéo qu'on a envoyée à nos collègues à Bobo, à Pau et autres pour qu'ils aussi puissent s'inspirer aussi pour faire. Ils sont inspirés, ils ont fait. On a donné à l'hôpital Chifra, on a donné à Pôle 6. C'était un peu bon. Comme notre contribution aussi pour la lutte contre le Covid. Bravo. Oui. Et nous avons également quelques images, quelques vidéos avec la réalisation qui va se faire le plaisir de nous les faire voir peut-être en arrière-plan. Mais pour le moment, nous allons, docteur, marquer une pause à cette émission pour vous permettre de vous détendre, de vous vraiment divertir en compagnie donc, de la lionne de l'apéro de jeunesse, celle qui a sorti la couleur jaune. Et puis aussi, il faut dire à cette dernière que la jalousie également peut être facteur donc, de pathologie cardiovasculaire. Voilà, c'est pas bien d'être jaloux ou jalouse. Alors, Mika nous entretient le quiz ou le puzzle, c'est maintenant, mais avant, elle va se faire le plaisir de nous rappeler le thème pour ceux qui nous prennent en vol, mais aussi rappeler à notre équipe technique, donc l'importance de rappeler qui nous recevons. Docteur Abdallah Ouedraogo, c'est important, on va titrer encore une fois de plus pour permettre à ceux qui nous prennent en vol de savoir qui est notre invité ce matin sur l'apéro de jeunesse de ce mardi. Mika, on rappelle donc le thème de cette journée. Le thème, c'est celui-là. Est-ce que être vraiment ami avec quelqu'un, est-ce que la vraie amitié signifie qu'on doit soutenir son ami dans tous ses choix, le soutenir dans tout ce qu'il fait, que ce soit bon ou mauvais, on est avec lui à fond en France. Voilà. Est-ce que c'est comme ça que les choses doivent se faire? Donc, quand il sera l'heure, on va recueillir vos avis au 25 31 83 53. Le quiz ou le puzzle, c'est maintenant avec Mika. Transition. C'est le rendez-vous quotidien à l'apéro de jeunesse. Elle ne manque pas. Eh bien, c'est le temps pour elle de nous entretenir. Mika, oui, c'est parti. Let's go. Ça marche. Alors, cher docteur, j'ai aujourd'hui pour vous une image. Une image qui représente quelque chose. Aujourd'hui, c'est pas quelqu'un. Okay. C'est quelque chose que vous êtes censé deviner. En tout cas, essayer de deviner. Donc, ça va s'afficher à l'écran. Et puis, on va voir. Ça va venir. Alors, la première image est là. Est-ce que les couleurs que vous percevez vous font déjà penser à quelque chose? Vous avez une petite idée de ce que ça peut être? Non? Pas encore. D'accord. Alors, c'est une organisation non gouvernementale, soit une ONG. C'est bon? Ouais. Vous savez déjà? Oui. Waouh, je suis bluffée, c'est quoi? Médecins sans frontières. Exactement, Médecins sans frontières. Bravo. Bravo. Médecins sans frontières, c'est une organisation que j'avoue, vos initiatives m'ont fait penser à elle tout de suite. Okay. Voilà, et j'ai envie de vous demander en fait, est-ce que vous ne pensez pas que si vous associez plus de personnes à ce que vous faites, ça va mieux donner? Oui, disons qu'on a déjà commencé. C'est plus que ce qu'on a fait dans notre centre médical. On a dépassé ce qu'on prévoyait faire. D'accord. Notre idée, c'était que notre centre médical devienne comme une clinique privée. Oui. Le même confort, peut-être plus que ça, mais avec des prix sociaux. C'est l'idée comme ça. Ça veut dire que le patient qui a 200 francs puisse venir consulter, mais qu'il puisse avoir le même confort que comme pas dans une clinique. Ça veut dire avoir une salle avec une télévision, avoir une cour pavée, avoir des jardins, avoir toutes les commodités. Voilà, toutes les commodités. Donc c'est ce qu'on a pu faire. Et jusqu'à ce qu'on on allait mettre des caméras de surveillance dans la cour, on a mis beaucoup de choses. J'ai envie d'applaudir pour voilà. Bravo.
Alors, si chacun de vous pouvait le faire, c'était bien. Honnêtement, on a ce serait super. ce qu'on voulait. Oui. Donc il y a des jeunes médecins qui m'ont approché, qui ont des centres médicaux aussi dans leur province et qui ont envie aussi de transformer les choses comme ça. Donc on est en train de travailler à exporter ce que nous avons pu faire à Gonga là, vers d'autres centres médicaux pour que ces centres médicaux aussi puissent avoir le même niveau, puissent atteindre un certain confort qu'on souhaite avoir. Et la même manière aussi, on est en train de voir, est-ce que ce n'est pas possible de faire la même chose dans les écoles publiques, transformer une école publique qui semble être vraiment délaissée en une école super où on a envie d'amener son enfant. Ou même les riches du quartier ont envie d'amener leur enfant à l'école, mais ne vont payer que 5 000 ou 6 000 comme truc. C'est vraiment l'idée ça, c'est donner le confort du privé au public avec des prix sociaux. Donc on est déjà en train de faire une certaine base avec des médecins, avec des enseignants, pour voir comment on peut exploiter l'idée là pour qu'on puisse toucher beaucoup d'autres centres. D'accord, ça marche. Vraiment, c'est tellement ingénieux, tellement généreux, Jackie. Je reste bouche bée. Félicitations, bravo. Merci. Alors, Jackie, pour revenir sur Médecins sans frontières, c'est une organisation non gouvernementale, comme je l'ai dit. Alors, c'est né de l'initiative en fait d'un journal et de 13 médecins. Voilà. Donc, ce qu'ils font, c'est intervenir dans les zones où il y a des conflits armés, mais de façon impartiale, c'est-à-dire sans prendre parti pour les différents belligérants. Et puis aussi, ils interviennent dans les cas de catastrophes naturelles. Voilà. Aujourd'hui, ils interviennent vraiment dans différentes localités, dans différents pays. Et voilà, c'est une initiative vraiment qui est à saluer, que nous saluons. C'est né depuis 1971, ça fait quand même longtemps. Et ça continue de marcher, ça continue d'évoluer. Voilà, donc je pense que les initiatives comme ça, c'est à saluer, c'est à encourager, c'est tout ce que nous voulons. Hein. C'est tous ensemble, chacun en apportant sa pierre, qu'on va arriver. Arriver à construire l'édifice. Voilà. Merci beaucoup, Mika, pour justement ce temps marqué pour saluer cette belle initiative de Médecins sans frontières, mais aussi applaudir encore une fois de plus et plébisciter les œuvres du docteur Abdallah Ouedraogo, notre invité de ce matin. Il faut aussi rappeler qu'à côté de tout ce qu'il mène comme activité dans le domaine donc, de la santé, docteur Abdallah et son binôme Tommy, voilà, et sont également artistes, auteurs, compositeurs, et ils ont pour mission d'informer, sensibiliser, communiquer sur les maladies chroniques, les bonnes pratiques, l'hygiène de vie, la sécurité routière, le respect des prescriptions médicales. Ce sont donc entre autres les objectifs donc le FIT Docteur Abdallah et Tommy et se sont assignés donc en s'investissant sur la communication pour le changement des comportements, donc l'information et l'éducation des populations. Et docteur, votre amour pour la musique justement. Attention, vous avez quel temps après ces longues années passées donc, dans les études de médecine, ça remonte à quand? Comment est-ce que le virus de la musique également a pu donc s'installer dans le corps des médecins? C'est sérieux quand même. Oui, disons d'abord que c'est d'abord installé dans le corps d'un élève. Voilà, parce que depuis le lycée Zenda, avec mon professeur de français, on composait des textes de poèmes. On composait des poèmes. Et je dirais même qu'au bac, ma meilleure note c'était en français. C'est en français que j'ai eu ma meilleure note. Donc l'écriture, la poésie et autres, c'était des choses depuis le lycée. Et parallèlement au lycée, comme je disais, au Zenda, nous, on avait commencé déjà à danser. On faisait de la danse hip-hop, on représentait même le Zenda à All Flows avec M. Sadou et tout. En temps même, on avait fait un groupe où c'est nous qui représentons le Burkina contre le Mali, contre la Côte d'Ivoire, à travers. Donc ça fait que le domaine de la culture et le domaine de l'écriture, c'est depuis le lycée. Maintenant, à l'université, maintenant, on a continué, mais c'est tout sous forme de slam. On écrivait, mais sous forme de slam maintenant. Donc, c'est depuis dans le corps de l'élève, de l'étudiant, et ça est poursuivi dans le corps du médecin. Donc, quand on a fini les études maintenant, il y a des réalités que nous faisons face chaque jour quand on part consulter. Il y a des choses que nous vivons, il y a des conseils qu'on donne à nos patients. On s'est dit, tu es assis avec ton patient, tu lui donnes des conseils. Ça lui bénéficie, c'est vrai. Mais même ce patient, souvent, quand il sort une semaine après, ces conseils que tu lui as donnés, il ne les respecte même plus. Parce qu'il a oublié, en fait. Comment faire de telle manière que le conseil que tu lui donnes, il puisse l'avoir à la maison, et que lui seul, il n'écoute pas, mais que beaucoup d'autres patients puissent en bénéficier. On s'est dit, comment on fait du slam, pourquoi ne pas prendre le slam, donner les conseils sous forme de slam, que ton patient qui est assis devant toi puisse l'avoir chez lui à la maison, mais que d'autres milliers d'autres patients puissent avoir ce même conseil-là pour changer leur comportement. Pour changer et surtout maintenir. Il y a des gens qui changent 2-3 jours, mais après c'est fini, ils replongent encore dans les mauvaises habitudes de tabac, d'alcool, de tout. Donc voici comment on a voulu faire passer par la musique,
pour sensibiliser les patients en fait. Alors, docteur, les revenus de cette musique, qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous investissez encore dans votre projet de normalisation des centres médicaux ou bien vous gérez ça comment? C'est avec ça que vous achetez les chemises et puis les chaussures pour pouvoir donc... Non, on n'a pas encore les revenus de cette musique. Mais seulement il faut dire que c'est une musique qu'on a fait sous forme de série musicale. D'accord. C'est un premier épisode qu'on a fait sortir. À la fin du clip, vous allez voir qu'il y a un suspense qu'on a donné qui fait penser au deuxième épisode qui va sortir en janvier. À la fin, il y aura aussi un suspense pour un troisième épisode. C'est comme une série qu'on fait. Parce qu'on a pris une famille africaine où il y a un vieux, son enfant, qui a une femme enceinte et tout, et on décrit un peu leur réalité. Le vieux a une maladie chronique et il ne prend plus ses traitements. Après, on va aborder l'enfant, il y a un jeune qui roule en moto, qui n'a pas de casque, qui a pris un téléphone en circulation, qui a brûlé un feu et qui a eu un accident. Et on l'a mené aux urgences. Et ces jeunes-là, quand on a amené aux urgences, c'était vraiment compliqué, il fallait qu'on le réfère. On voulait le référer, il s'est trouvé qu'il y a sa femme qui était enceinte. Et quand sa femme a vu qu'on réfère son mari, elle a cru que voilà, le mari est parti, et sa grossesse, elle est rentrée en travail. Et quand on est parti au troisième épisode pour voir, on s'est rendu compte qu'elle n'a fait aucune échographie lors de sa grossesse. Et on va aborder ça. On a abordé le vieux, on va aborder le jeune, on va aborder la femme, et quand la femme va accoucher, on va aborder l'enfant. Donc ça veut dire que c'est une série où on va toucher toutes les couches de la famille africaine selon leurs problèmes de santé, voilà à peu près. Il faut rappeler que le premier CD a été vendu à 120 000 francs CFA et que l'album donc est disponible justement à 1000 francs, pour permettre à toutes les couches sociales de l'avoir chez eux à la maison. Oui, et nous sommes en train de lancer une campagne, un médecin, un CD, un étudiant, un CD, où les revenus de cette campagne vont servir à faire un don au niveau de la dialyse de Yalagado. Wow. Voilà. Bravo, rien que des œuvres humanitaires. Vous avez également le bonjour du docteur Niaoné que nous avons reçu, qui justement a laissé un commentaire sur la page officielle de la RTB. Pour ceux qui suivent cette émission en streaming, pourront donc lire ce commentaire. Docteur Abdallah Ouedraogo, c'est un leader confirmé avec qui j'ai eu du plaisir à travailler depuis la faculté de médecine. C'est signé Dr Niaoné qui vous envoie un big up. Merci. Alors, Sandrine Konaté. Docteur, qu'est-ce qui est plus difficile quand on est médecin? Son impuissance face au mal d'un patient ou son impuissance peut-être face à une situation de non-retour d'un patient? Vous savez que... Est-ce que vous êtes déjà arrivé de pleurer après votre service parce que vous avez été impuissant face à une situation? J'ai pleuré une fois. Le reste, tu n'as plus le droit de pleurer. J'ai pleuré une fois pour un patient que j'ai perdu à l'hôpital, un patient pour qui on a tout fait. Et ce qui m'a fait pleurer, c'est quand sa femme est venue me voir pour dire, docteur, je te remercie, tu as fait tout ce que tu pouvais. Quand elle a dit ça, je n'ai pas pu me retenir. Mais vous savez, ce sont des situations qu'on vit presque tous les jours. Mais quand tu arrives à perdre un patient, il faut que tu penses au patient qui reste encore vivant. Parce que quand tu te laisses abattre par ce que tu viens de perdre, tu risques de perdre encore beaucoup plus. Il faut que tu te surpasses rapidement pour gérer ceux qui sont encore couchés, qui sont encore malades, pour qu'eux aussi n'aient pas le même sort. Donc ça fait qu'on prend le courage pour ne pas se laisser dompter par les émotions et puis sinon moi j'ai pleuré une fois pour un patient, mais le reste on essaie quand même de se dompter pour au moins penser à ceux qui sont encore là. Alors, docteur, vous avez été lauréat à la nuit récente donc du citoyen bâtisseur, c'était au Sénasa. Vous êtes sur notre plateau avec ce magnifique trophée qui nous renvoie donc à cette légende donc du colibri qui a joué sa partition lorsque la grande partie de la forêt avait pris feu et que ce colibri a justement contribué à travers son acte en envoyant goutte par goutte pour essayer donc à la fin, je pense que finalement il a rendu l'âme après moult efforts. Mais ici, ce qu'il faut retenir, c'est le fait que chacun joue sa partition. Qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque ce trophée vous a été décerné à cette nuit du citoyen bâtisseur? C'est une joie immense que j'ai ressentie parce que bon, au début quand on faisait le projet, on ne pensait pas que ça allait nous amener un peu loin comme ça. On voulait juste le faire pour se sentir à l'aise dans son lieu de travail. Mais de communication en communication, de choses, de partage en partage, on a vu que le projet a pris une autre ampleur et on a pu avoir aujourd'hui un prix. Et quand vous avez un prix, forcément vous vous sentez content. Parce que vous dites que le travail que vous avez fait n'est pas nul. Le travail que vous avez fait est reconnu.
et qu'il est bien surtout. Parce que s'il n'est pas bien, vous n'allez pas avoir un prix. Parce qu'on peut faire un travail pensant qu'on fait du bien, mais en réalité, on ne fait pas du bien. Mais quand on vous donne quelque chose, un prix, ça vient vous dire au moins que voilà, vous avez fait quelque chose qui est bien. Et comme je dis, ce prix, je le dédie surtout à mes collaborateurs. Parce qu'on ne peut pas travailler seul. C'est une équipe qui était là. C'est moi peut-être qu'on voit. Mais il y a des gens qui ont été derrière moi qui m'ont soutenu. Il y a des gens qui ont fait des sacrifices pas possibles pour qu'on puisse développer le centre médical. Je dis qu'il y a une dame qui un jour est entrée dans mon bureau et qui m'a remis une enveloppe qui a dit que c'est sa contribution. C'était le jour où moi je voulais laisser tomber le projet. Parce qu'il y a eu des... Vous avez été combattu. Comme c'est pas permis, de partout. Elle est rentrée, je la connaissais même pas, c'était une de mes sages-femmes. Elle m'a donné une enveloppe, elle dit que c'est sa contribution au projet. J'ai cru que c'était 10 000, mais quand j'ai ouvert, c'était 100 000 francs. Et j'ai dit, au nom de cette dame-là, je ne dois pas laisser tomber. Même si personne ne croit, au moins si elle croit et qu'elle peut enlever 100 000 venir te donner, tu ne peux pas laisser tomber en fait. Et puis tu vas lui dire quoi demain? Qu'il lui prend tes 100 000, finalement il laisse tomber le projet. Non, elle dit qu'elle croit en toi, elle te remet 100 000 francs. Pour elle, au moins, le projet doit aboutir. Donc, c'est pour toutes ces personnes-là que ce prix vraiment est dédié, des gens qui ont fait des efforts en bas, à la population de Gourmet, parce qu'elle nous a accompagnés. Elle nous a accompagnés et je sais que la fois passée, le 5 août passé, ils m'ont fait pleurer. Ils m'ont dit qu'ils ont une attestation à me remettre. Le 5 août, je suis levé, je suis parti le matin. J'allais trouver des gens qui avaient mis des t-shirts où j'avais mis soutien au docteur Abdallah. Ils ont fait un cross populaire dans le quartier. Ils ont organisé un match du football. Wow. Ils ont fait de la pétanque. Ils ont fait des trucs surprises auxquels je ne m'attendais même pas. Ces jours-là, je reconnais quand même que je n'ai pas pu supporter les émotions. Donc, c'est plus vraiment, c'est pour moi, mais c'est pour toutes ces personnes-là qui ont cru au projet et qui nous ont soutenus dans l'ombre, vraiment. D'une manière ou d'une autre, Dr Abdallah est en train de nous dire, quel que soit ce que vous allez donc entreprendre, s'il y a une seule personne qui vous croit, ne lâchez pas, foncez. Pour justement conforter cette personne dans son position, dans son choix de vous soutenir et de vous accompagner. Merci beaucoup, docteur. Vous restez avec nous. Mika va rappeler le thème. On va ouvrir le téléphone avant de poursuivre notre entretien. D'accord, Jackie. Alors, le thème, c'est celui-là. Est-ce que la vraie amitié demande qu'on soutienne son ami dans tous ses choix, dans tout ce qu'il fait? Voilà. Est-ce que c'est ça la loyauté? Donc, être avec son ami dans tous ses choix, qu'il soit bon ou pas, en France, on le soutient. Voilà, donc le téléphone est ouvert. Merci. Vous pouvez nous appeler au 25 31 83 53. Le numéro s'affiche pour nous donner vos avis. Merci beaucoup, Mika, pour le rappel du thème. Docteur, avant que Sandrine Konaté ne prenne la parole, moi j'ai une préoccupation. Alors, vous allez nous dire franchement et honnêtement ce qui a été fait par votre ministre de tutelle. Est-ce que dans votre projet, vous avez été accompagné par votre ministère, ou particulièrement par votre ministre? Et qu'est-ce qu'il a dit? Bon, dans notre projet, nous avons été accompagnés par notre supérieur hiérarchique, le docteur Léonard Komi. Et je salue parce qu'il a cru en moi. Il m'a soutenu. C'est vrai qu'il y a eu des moments difficiles parce que la fougue de la jeunesse et puis la volonté de tout faire pour que le projet de justice nous a souvent amené à poser certains actes qui n'étaient pas vraiment totalement en phase avec peut-être la déontologie, parce que c'est qu'un jour, moi, je me suis levé comme ça, avec mes étudiants, on a foncé au marché de Gourmet. On allait au marché de Gourmet, on a dit aux femmes, il faut cotiser. Donc, on avait une petite boîte, on a dit, le centre que vous connaissez, le centre médical là où vous venez accoucher vos femmes, on veut le rénover. On veut lui donner des toilettes, on veut lui donner un laboratoire, on veut qu'il y ait des échographies là-bas, on veut mettre de la lumière, on veut mettre beaucoup de choses, mais on ne peut pas faire tout ça seul. Il faut que vous cotisez si vous êtes d'accord. Les gens ont commencé à cotiser un peu. Bon, quand la nouvelle est arrivée un peu plus haut, on a dit non, c'est pas normal que tu partes avec ta blouse faire ça. Mais comme nous, on voulait que tout le monde s'implique. Qu'à la fin, quand ça sera beau, que les gens puissent dire, oh, c'est ça qui est du ça là. Moi, j'ai 100 francs qui sont là-bas. Moi, j'ai 1000 francs ici. Et comme ça, on est sûr que les gens vont pas prendre soin de ça. Ils vont prendre vraiment soin de ça. Mais voilà, aujourd'hui, quand on dit, madame, on n'en parle avec les motos. Les gens n'en parlent avec les motos. Super. Parce qu'on a mis des pavés, on a mis des fleurs, tout ça. Ce sont les 25 francs de Mika. Oui, on doit plus faire. Donc, on a déjà acté. Donc, il y a eu le soutien de mon supérieur. Il y a eu des félicitations de la part de certaines personnes du ministère.
En tout cas, on a eu des félicitations. Vous n'avez pas répondu à ma question, docteur. Oui. Le ministère de tutelle, Oui. particulièrement votre ministre, Oui. son ministère vous a-t-il soutenu? Dans votre projet. Puisque, comme je dis, mon supérieur hiérarchique, l'élève du ministère. D'accord. Donc, lui m'ayant soutenu, je suppose que c'est le ministère qui m'a soutenu. Le ministère. Voilà. On a compris, docteur. Voilà. Alors, Sandrine Konaté. Oui, docteur, Oui. il y a Jackie qui a l'habitude de dire, écoutez, quand il y a le bouton de ma chemise qui va mal, on court tout de suite voir le couturier Oui. pour qu'il répare. Je roule ma voiture ou ma moto, il y a ma roue qui grince un peu, il dit, ça là, faut que je m'arrête chez le vulcanisateur tout de suite et je gère. Oui. Je sais pas, moi, je veux porter mon haut et à la fermeture qui me lâche, je gère. Oui. Par contre, quand j'ai mal à la tête, quand je sens une douleur dans mon ventre, ça là, ça doit être ce que j'ai mangé hier. Je cours moi-même, je vais prendre un médicament à la pharmacie et tout. L'automédication, Ouais. comment y remédier? C'est comme parler déjà de l'antidouleur. Il y a des médicaments qui sont contre-indiqués. Il y a des gens qui ont pris certains médicaments qui aujourd'hui sont en insuffisance rénale. Ouais. Donc, c'est dire aux gens, l'automédication n'est pas une bonne chose. Parce que tu ne sais même pas, tu peux avoir un mal de tête, mais tu ne sais pas quelle est la cause. Parce que le mal de tête, c'est le symptôme que tu as. C'est ça. Mais l'étiologie, avec la cause centrale du mal de tête, il y a beaucoup d'étiologies. Un cancer peut amener un mal de tête. C'est vrai. Un palu peut amener un mal de tête. Une fièvre peut amener un mal de tête. Donc ça veut dire que tu peux aller prendre le paracétamol pour avaler, mais tu peux avaler le paracétamol toute ta vie. Non, il faut trouver la cause. Donc c'est un consultant qu'on va avoir, il a le palu, il a une fièvre typhoïde, il a un cancer, traiter la cause et le mal de tête s'en va. Il y a des gens qui tous les jours passent le temps à prendre du paracétamol, et ces médicaments qu'on prend tous les jours, forcément ont un effet sur le foie, qui vont entraîner plus tard des hépatopathies, des problèmes de foie en fait. C'est pour dire que l'automédication n'est pas une bonne chose. Oui, mais comment y remédier? Quand on sait que souvent en pharmacie, même tu vas pour demander des spécialités et on te sert comme ça sans demander C'est une d'ordonnance. On prend Sensibilisation quelques amis générale. avant de revenir avec vous, docteur, pour la réponse à la question de Sandrine Konaté. Bonjour. Bonjour Zaki. Comment ça va? Oh, ça va doucement, doucement. Docteur Abdallah. Docteur Abdallah. Oui. Il est là. En tout cas, félicitations à vous. Oui, ok. Vous êtes un patron. Ce qui veut dire qu'on a tous les moyens au Burkina Faso. Si on a la volonté seulement. Merci là-bas, augmente le volume. Docteur Abdallah. Oui. J'ai dit longue vie à vous. Je sais que vous ne pouvez pas gréver. Vous ne pouvez pas gréver, docteur. Ok. Je sais que vous ne grévez jamais. Docteur, vous ne pouvez même pas gréver. Vous êtes un sakala. Bon, voilà, je les mets au défi, les grévistes. On va se limiter aux félicitations et puis aux encouragements. Et le thème du jour. Le thème du jour. Mika. Mika, le thème du jour. Oui, alors le thème c'est celui-là. Vous êtes ami avec quelqu'un. Est-ce que cela implique que vous devez le soutenir dans tous ces choix? C'est-à-dire ce qui fait bien, c'est pas bien vous le soutenez parce que c'est un vrai ami, parce que c'est vraiment ça l'amitié. Quel est votre avis sur la question? Non, c'est inconcevable. On ne peut pas accompagner quelqu'un à développement parce que c'est son ami. D'accord. Je peux aider mon ami dans tous ses peines, bon, dans le bien, mais dans le mal, je le corrige. Merci, Mika. S'il déroute, on le remet sur le bon chemin. Merci beaucoup. Très sportif. Ah, on adore cette vivacité, cette envie de dire quelque chose. C'est Ouais, important. de donner. Merci beaucoup. Alors, on reprend la question de C'est Sandrine. une sensibilisation générale. Voilà. Parce que les pharmacies Oui. qui ne prescrivent pas, tu vas, tu dis, oh, le nom d'un médicament, un antibiotique, une spécialité et tout, et on te sert sans demander une En ordonnance. fait, il y a des médicaments qu'on appelle les médicaments de la liste 1. Ce sont des D'accord. médicaments conseils que les pharmaciens ou bien ceux- les auxiliaires de pharmacie peuvent conseiller aux gens, peuvent donner aux gens. Ok. Mais les médicaments qu'on ne doit pas vendre sans ordonnance. Même le sel amoxicilline que les gens prennent le temps à avaler tout le temps ont des conséquences. Ça peut donner des résistances ou demain tu as une maladie et ces médicaments ne réagissent Et il plus. faut des antibiotiques à l'âge À la spectre maintenant pouvoir pour donc coucher, pour pouvoir gérer. Donc, sensibiliser les pharmaciens et les auxiliaires en pharmacie de respecter le médicament, la liste seulement, Oui. où on peut donner, mais ne pas prendre la pharmacie comme à la limite une boutique où tu as l'envie de vendre le plus possible, même quelles soient les conséquences. Docteur, vous venez de toucher du doigt un sujet qui est très poignant. Ouais. Et je vais aller sans détour, justement, parce que vous êtes les premiers concernés dans cette affaire. Je parle du rapport médecins et délégués médicaux. On aurait appris dans les coulisses que les médecins et les délégués médicaux sont en parfaite complicité par rapport donc à la prescription des produits. Pour un produit que l'on peut prescrire qui coûte peut-être 500 francs, Allô? le même produit avec la même molécule. On va prendre quelqu'un à ligne pour le dire. Bonjour.
Ouais, bonjour, monsieur. Comment vous allez, monsieur? Oui, ça va très bien, c'est vous. Ça va, Dieu merci. On vous appelle comment, monsieur, s'il vous plaît? Moi c'est Zongo Abdoul. Monsieur Zongo Abdoul, vous nous appelez d'où? Je vous appelle au DICIA. DICIA, d'accord. Bienvenue, Oui. monsieur Abdoul. On vous écoute pour le thème de cette journée. Ok. Voilà, je voulais remercier notre docteur, monsieur Abdallah. Vous voulez le féliciter, l'encourager, d'accord. Oui, en tout cas, il a bien fait. Merci beaucoup, merci. En tout cas, je suis content de lui. Ça va lui donner encore plus la force de continuer à battre. Ouais, c'est son petit Arama Kinkileri. Arma Kenkeleri, d'accord. Oui, voilà. J'espère que vous allez apporter du ciment et puis du fer là-bas pour qu'on puisse... Voilà. D'accord. Voilà, il connaît là-bas, il vient là-bas. Ça marche, il n'y a pas de souci. Alors, pour le thème du jour, est-ce que vous êtes prêt à accompagner votre ami même s'il est en train de mentir ou puis d'aller n'importe où? Parce que c'est Non, votre ami. bon, Simon. Allô, s'il vous plaît. Oui, parce que c'est votre meilleur ami. Est-ce que vous êtes prêt à l'accompagner? Non, je suis pas prêt à l'accompagner. Bon, je ne peux pas bien parler français, quoi. Gomole. Allez-y. Gomole. Ah, ok. Sinon, Kozwa menga yam zo menga nkelen kirwe oto nkelen ya zidi ya wardele yin tum pas fama yam zo yin bem kelen bene bala lam kelen paradis lam bene parce que yam zo yam ne da bale bon paka ayo tun kana mano te d'accord tun zo han kirwe bala tun ko do alam tele wa tinga poka baraka d'accord sinon ya monsieur Abdallah nam pour hala sama Tia Adam Kinkileri qui dit d'accord. Voilà. Barkousro. Voilà, Barkousro. Il n'a poussé un Barkousro là alors, retour docteur. Alors, on va aller facilement terre à terre. Voilà. Alors, vous, en tant que médecin, moi je suis délégué médical, j'arrive chez vous, j'ai les produits, une liste de produits dont je fais la promotion et je vous dis docteur, voici mes produits. Et pour un mal de tête, paracétamol qui coûte 100 francs, moi je viens vous proposer un autre produit que je vais peut-être nommer au passage parental, peut-être les mêmes, ce sont les mêmes molécules de base, mais au coût différent. Mais comme je suis votre délégué, je viens vous voir, et vous prescrivez toujours le produit qui coûte cher à vos patients et vous les recommandez d'aller dans telle pharmacie pour pouvoir donc chercher ce produit. Pendant que le même patient peut trouver le même produit à moindre coût. Est-ce que ça arrive très souvent, docteur? Dire que ça arrive très souvent, c'est trop dit. Mais il y en a. Ah, d'accord. Il y en a. Parce que, vous savez, dans tous les domaines, il y a des problèmes. Il y a des gens qui n'honorent pas les professions, qui n'honorent pas les professions. Okay. Et malheureusement, il y a des gens qui, pour un gain facile, ou bien pour le thème du jour, parce que c'est mon ami, voilà, tout ce qu'il fait, je fais, il vend des médicaments chers, je le soutiens parce que c'est mon ami. Il y en a, comme dans beaucoup d'autres professions, mais ce n'est pas une bonne chose. Vous allez développer ça tout à l'heure, on prend quelqu'un libre. Bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez, monsieur? Oui, très bien, chez vous. Chez nous, ça va également. On est en pleine forme ici. Vraiment, c'est vraiment émouvant. Alors, on vous appelle comment, monsieur, s'il vous plaît? Vraiment, je le tire, mon chapeau. D'accord. Je le tire vraiment, mon chapeau. Il est vraiment un battant. Il faut ces gens de personnes-là au pays pour faire avancer. Vraiment, nous, la jeunesse, on désire emboîter ses pas. Il a réveillé le Sankara qui dort en lui. Voilà, c'est ce mot-là qui me manquait. Vraiment. Surtout nous les étudiants. Oui. Vraiment, ça nous donne la motivation d'emboîter ses pas. C'est pour vous dire que même avec le peu que vous avez, vous pouvez faire de grandes choses. On peut faire quelque chose. Merci beaucoup. Soyons des colibris, c'est important. Ouais. Allez, prenez soin de vous. Et puis à bientôt. Beaucoup. Merci. Merci bien. Alors, docteur, donc, il y a ces brebis galeuses partout, dans tous les secteurs d'activité. Est-ce qu'à votre niveau, il est important de connaître la situation sociale d'un patient avant de lui prescrire un produit? On dit qu'on ne soigne pas de la maladie du patient, mais on soigne tout le patient. D'accord. Ça veut dire que le malade vient avec un mal de tête, tu veux soigner ce malade. Non, il faut soigner tout le malade. Si tu lui prescris un médicament et tu es sûr qu'il ne pourra pas payer, ça ne sert même pas de lui prescrire le médicament parce que le mal, il va lui venir avec ça. Les prescriptions qu'on doit faire doivent tenir compte du niveau social du patient, de son niveau, même de sa religion. Il y a des gens, pour certaines religions, n'acceptent pas certaines choses. Ça veut dire qu'on doit prendre le malade dans sa globalité, de telle manière qu'à la fin, le patient accepte ton traitement. Si tu prescris un traitement qui est peut-être contre même ses principes, qui est peut-être contre certaines choses, le patient ne va jamais suivre ton traitement. Il faut prendre le patient dans toute sa globalité. Le patient est un patient qui a un niveau moyen. S'il y a des médicaments moyens qui peuvent le soigner son mal,
Il faut prescrire ça. Maintenant, s'il y a des médicaments, s'il n'y a pas ces médicaments, tu peux dire au patient, votre mal là, pour vraiment vous soigner, voilà ce que vous devez faire. Il y a des patients qui sont venus avec, pour pouvoir même payer la consultation sur 1500 francs. C'est compliqué. Mais ils doivent faire un scanner à 50 000. On ne va pas dire que comme il est pauvre, on va lui prescrire une radio à la place. Parce que la radio, il va dépenser pour rien. On lui dit, votre état de santé nécessite qu'on fasse un scanner. Ce scanner coûte 50 000 francs. On sait que vous n'avez pas les moyens, mais allez essayer de trouver la solution. Parce qu'en ce moment, vous n'avez pas le choix que de lui prescrire cet examen ou ce médicament, parce que si ce n'est pas ça, ça ne le soignera pas. C'est mieux d'être direct. C'est ça en fait. Mais si on peut prescrire des médicaments qui ne sont pas chers et qui peuvent soigner le mal, mieux vous allez avec ces médicaments qui sont moins chers en fait. Donc attention à ce qui est fait très souvent. Allez, nous sommes à 21 minutes après 12 heures en temps universel. Il y en a qui sont déjà à table. Nous allons vous souhaiter bon appétit. Bon, pour ceux qui n'en ont pas, docteur, on va voir ensemble comment on peut faire pour pouvoir gérer également ces personnes. Puisqu'il vous arrive souvent d'avoir des patients également qui arrivent au sein de votre établissement et qui n'ont pas les moyens de pouvoir justement s'acheter quelques produits de la liste 1, on va le dire ainsi. Est-ce qu'il vous arrive d'enlever votre argent de la poche et de donner à des patients pour aller chercher ces médicaments? Plusieurs fois. Mais quand vous le faites, docteur, vous le faites pour qui au juste? Pour moi, pour moi-même. Parce que vous savez, c'est pas facile de recevoir un patient qui vient avec un mal et que vous savez que la personne qui souffre déjà, et que vous savez que vous n'allez pas trouver de solution pour la personne. La solution pour la personne, c'est d'abord de pouvoir diagnostiquer son mal d'abord. Parce que si vous ne diagnostiquez pas le mal, c'est déjà un problème parce que vous ne l'aidez pas. Si vous trouvez son mal, il faut trouver le médicament qui va avec son mal. Troisièmement, il faut trouver les conditions pour les patients pour avoir ce médicament-là, en donnant des conseils. Mais il y a des patients qui souvent n'ont rien. Le patient n'a vraiment rien. Donc, en faisant ce geste-là, tu te soulages toi-même parce que tu sais que tu es allé jusqu'au bout de ta démarche, tu as diagnostiqué, tu as trouvé le médicament qu'il faut et tu as même aidé à avoir le médicament. Parce que c'est de l'humanitaire en fait en réalité. Parce qu'il y a des situations dans les bureaux de médecins ou d'infirmiers qu'on ne peut pas expliquer dehors. Oui. Parce que quand tu t'assois dans ton bureau et qu'il y a un fil de 10 patients, ça veut dire qu'il y a 10 problèmes qu'on va mettre sur ta tête. Il va falloir que tu trouves des solutions pour ces 10 personnes. Il y a des gens où tu dois trouver où le problème c'est le diagnostic, d'autres c'est le traitement, mais d'autres il faut que souvent tu mettes la main dans la poche ou bien souvent que tu lui indiques comment faire pour trouver le médicament ou bien vers quelle association aller, vers quelle action sociale aller, tout ça pour aller trouver les solutions là-bas. Donc c'est une gymnastique comme ça que nous faisons. Donc il y a des moments où tu es obligé, pas obligé, où tu mets la main dans la poche pour aider la personne, pour toi-même en fait. Dans un autre monde, docteur, s'il y avait à refaire, est-ce que vous allez revenir médecin? Oui, c'est pas simple, mais je pense que ce sont des bonnes expériences. D'accord. Oui. Nous sommes à la fin de cette émission. Réaction Mika, le thème du jour. Le thème du jour. Alors, Jackie, pour moi, la loyauté, c'est pas du tout de suivre son ami dans tout ce qu'il fait. Non, c'est pas ça. C'est aussi, comme l'autre l'a dit, de pouvoir le ramener sur le droit chemin quand c'est bizarre. Il peut même se battre avec quelqu'un et puis voilà, il est fâché, il s'en va. Mais après, quand tu peux rattraper le coup auprès de cette personne-là, tu peux le faire sans forcément descendre ton ami. Tu lui fais juste comprendre, écoute, en fait, le monsieur, il n'est pas comme ça en réalité. C'est dû à telle chose. Pas mal le juger. Voilà. Et l'ami en question, tu lui laisses le temps de se calmer. Une fois que c'est fait, tu lui parles. Parce que l'ami, il sait que tu es prêt à prendre des coups pour lui comme lui pour toi. Donc, tu ne vas pas lui donner des conseils bizarres. Mais quand c'est bizarre, quand il est à côté de la plaque, il faut essayer de le ramener. Tout simplement, moi, je pense que c'est ça la vraie loyauté. C'est ça la vraie loyauté et la vraie amitié. Sandrine Konaté. Je suis difficile en amitié, ce qui fait très souvent que je ne suis pas, j'évite. Voilà, surtout les amitiés de genre avec filles et tout. Parce que moi, je suis... Oui, tu déconnes, c'est clair que je vais te le dire. Non. Et souvent, moi-même, je suis consciente, je te dis, c'est vrai que ça ne me regarde pas, mais ce que j'ai à te dire, là, je vais te dire. Pour moi, la loyauté, la vraie amitié, c'est pas de suivre son ami dans la dérive, où il va, il déraille, tu le suis, parce que tu penses que c'est ainsi qu'il va dire que tu es un vrai ami. Pour moi, il faut savoir lui dire la vérité. Même si demain, il ne va plus te parler, il va se fâcher, il va bouder, c'est pas grave. D'accord. Docteur, et vous, votre avis? Non, je pense que le rôle de l'amitié, même, c'est justement
ne pas laisser la personne divaguer. Quand la personne est dans le mauvais chemin, le rôle de l'amitié, c'est de l'amener. C'est le rôle de l'ennemi de le pousser dans le mauvais chemin. Merci beaucoup, docteur Abdallah Ouedraogo. C'est ici que l'on s'arrête pour cette journée, mesdames et messieurs. Et avec vous, ça nous a permis de comprendre ceci. Si tu veux connaître quelqu'un, n'écoute pas ce qu'il dit, mais regarde ce qu'il fait. Et nous avons mieux connu docteur Abdallah Ouedraogo à travers ces nombreuses actions que vous avez posées sur le terrain concrètement. C'est ça qui fait de vous un colibri. C'est ça qui fait de vous un vrai Sankara. C'est ça qui fait de vous un Patrice Lumumba. C'est ça qui fait de vous un Diabalo. Voilà. Merci beaucoup. On s'arrête là. Prenez soin de vous. Que Dieu bénisse le Burkina Faso et continuez à être toujours des colibris. On vous embrasse. Demain, c'est un autre jour. C'est ça. À chacun sa solution Internet. Avec Onatel, pour la